Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition football du podcast Bulletin sportif. Ça va être la partie 1 parce que cette semaine, on fait quelque chose de spécial. Je fais une partie 1, une partie 2. Je sépare le volet universitaire du volet collégial. La raison est fort simple, c'est que les deux volets sont longs. Puis la raison pourquoi c'est long, c'est qu'on a eu des bonnes discussions, notamment dans la section universitaire. On a jasé avec Pat Bois et Jason Bryan Jean-Baptiste sur non seulement les matchs qu'on a eus en fin de semaine passée, un des deux matchs à venir en fin de semaine prochaine parce que l'autre n'a aucune incidence au classement, mais on a aussi parlé de la fragilité générale du football universitaire au Québec, de la façon dont la Ligue fonctionne, de l'impact du manque de parité potentiel. Quand je dis manque de parité, là, c'est l'impact potentiel, en fait, de ce manque-là sur une Ligue qui offre du bon football, qui offre du très haut niveau, mais qui est à pas grand-chose, peut-être, de devoir revoir des choses de fond en comble pour assurer sa viabilité, assurer l'intérêt de tout le monde, évidemment. Donc, je vous invite à écouter ça. Donc, partie 1, foot universitaire. Bonne discussion à avoir. Puis j'espère que ça va susciter des réactions de votre côté, susciter aussi l'envie d'embarquer dans la conversation du fait de proposer notamment vos solutions. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Donc, je vous souhaite un excellent show. Foot universitaire, salut Jason, salut Pat. Bonjour Phil. Bonjour Phil. Le retour de Pat. Ouais. Parce que la semaine passée, malheureusement, n'était pas là. Tout de suite après le gros choc qu'on avait eu de Montréal-Laval, j'aurais été curieux d'avoir ton input là-dessus. Bon, ça fait un bout, je pense que tout a été dit, mais à moins que tu aies quelque chose que tu voulais nous partager à ce sujet. Non, je pense que j'avais bien résumé. J'avais vocalisé un peu mes pensées lors du match là, sur Twitter. Puis j'avais des choses à dire, mais je pense que vous avez résumé ça. Puis on va passer à la semaine suivante. Là. Yes. Écoute, ben regarde, c'est ça. C'était le match que c'était. Fait que comme tu dis, on l'a résumé la semaine passée. On est rendu ailleurs. Cette semaine, on avait deux matchs qui n'étaient pas télévisés ni un ni l'autre, mais il y en a un qui était web diffusé, Concordia contre McGill. Une victoire de 40-23 des Stingers. Puis on dit 40-23 parce qu'à la fin, McGill a trouvé le moyen d'ajouter des points. Et je ne vais pas leur enlever leur crédit pour l'avoir fait, là, mais ça reste que c'était un match qui était à sens unique. Je pense qu'il y a eu une bonne drive, tu sais, en première demi, une bonne drive de McGill, puis une bonne séquence défensive. Pour le reste, Concordia a fait essentiellement ce qu'il voulait, défensivement, offensivement. Ézéchiel Tiède, il faut le mentionner, 4 touchés dans le match. Une grosse game de sa part. Je ne sais pas si c'est parce qu'il jouait contre McGill, mais Concordia me donne l'impression d'une équipe qui s'améliore de semaine en semaine, ou en tout cas, va boucher quelques trous qu'il y avait. Est-ce que c'est parce que c'était contre McGill que ça a mieux paru? Je ne le sais pas. Je ne veux pas manquer de respect du tout à McGill. Je sais que McGill est capable de faire des bonnes choses, puis mais ça reste que Concordia a clairement démontré que c'était une meilleure équipe, qui avait sa place assurément troisième. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de monter deuxième? Ça, c'est une autre chose. Je vous laisse me dire comment vous avez vu ce game-là, comment vous avez analysé Concordia contre McGill. Jason, vas-y donc. Concordia a simplement dominé le match. Offensivement, Olivier Roy a eu le meilleur match de sa saison. 5 passes de toucher, des bonnes décisions, il a été précis. Puis ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, encore une fois, Concordia, comme tu l'as dit, s'améliore de semaine en semaine. Puis là, l'amélioration qu'on a vue avec la défense depuis le début de la saison a continué. Et je pense que ça a un peu amené l'attaque à aussi prendre un autre niveau. Et là, tu l'as vraiment vu, tu sais, Oriola Poirier, Jacob Salvaille, Tristan Menchini, ils ont tous eu des très bons matchs. Et ça a vraiment ajouté vraiment un niveau de complémentarité à juste l'équipe en général. Je pense que ça a rendu les choses plus faciles pour la défensive. Et ils ont vraiment pu faire un match complet et dominé.
Ouais, comme Jason a dit, on vient distribuer le ballon. Ils ont 100 verges au sol aussi. Les deux porteurs ont été impliqués je pense, à 50 verges près chacun. Il y a plusieurs receveurs. Il y a 4 receveurs qui ont en haut de 4 passes. Donc, on a bien spreadé le ballon, on a bien utilisé tous nos éléments. Puis, tu avais une équipe qui roulait d'un bord, puis de l'autre côté, McGill n'a rien fait en première demi, puis ça a un peu des garbage touchdowns en deuxième demi. Un fait aussi, pour que McGill, je pense depuis le début de l'année, il y a un problème de discipline, encore 200 verges de punition en fin de semaine. Tu peux pas aspirer à devenir une équipe compétitive si tu contrôles pas tes émotions, puis tu joues avec indiscipline semaine après semaine. 200 verges de pénalité, en football, 100 verges de pénalité, c'est un toucher que tu donnes à l'adversaire. Fait que, ils sont pas assez bons pour donner 2 touchés à cause de l'indiscipline avec 200 verges de pénalité. Donc, pour moi, ça, c'est faut vraiment qu'on travaille là-dessus si on espère être compétitif un jour. Là. J'ai aimé l'élément en défensive, l'ajout de c'est Tristan Norris-Gauthier qui jouait son premier match au centre de la défensive. Ce gars-là pour Concordia est un gars qui était attendu et j'ai hâte de voir l'impact que ça va avoir dans la pression qui va être capable d'être mise. On le sait comment une pression qui arrive du centre, c'est difficile. Aussi, capable de mieux contrôler le jeu au sol de l'adversaire. Donc, j'ai l'impression que cette défensive-là devient de plus en plus complète. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai dit, puis je vais continuer de le dire, je pense, pendant encore un autre 4 ans, s'il dure un autre 4 ans, mais Mendel Joseph apporte quelque chose de très, très intéressant à cette défensive-là. Il ajoute une robustesse au niveau de la tertiaire qui est... il joue avec confiance. Pour arriver puis frapper aussi fort à partir de la tertiaire, Pat, tu pourrais nous le dire, il faut que tu arrives avec confiance, il faut que tu saches qu'est-ce que tu t'en vas faire. Tu ne peux pas être en train d'hésiter et te demander si tu couvres ton terrain. Ce gars-là sait exactement ce qu'il s'en va faire. Puis moi, je trouve très intéressant de voir comment il y a une approche dans cette défensive-là où est-ce que la confiance a grandi. Et à cause de ça, j'ai l'impression que tout le monde semble un peu meilleur. William Castonguay joue une super belle saison. Donc, puis Loïc Gagné, j'en ai déjà parlé. En tout cas, je ne sais pas pour vous comment vous voyez la défensive de Concordia à la veille où est-ce qu'on est en train de se préparer à rentrer dans les éliminatoires. J'aime bien ce que je vois. Concordia, en réalité, pour moi, il y a deux éléments qui l'empêchent d'être une équipe vraiment top. Là, puis ça, je parle en termes de chiffres. C'est au niveau des retours de beauté, où est-ce que je trouve qu'on manque de verges accumulées. Là. Il n'y a pas assez de gros retours. Puis là, on n'a pas vu en fin de semaine, mais encore trop de ballons échappés par les receveurs ici et là, qui empêchent certaines drives d'avancer plus longtemps. Fait que je ne sais pas comment vous le voyez, vous, dans la perspective de ce que représente Concordia, là, mais je sais que j'ai amené un paquet d'affaires, mais quand même, en tout cas, je reviens sur le fait que je ne sais pas si c'est à cause que c'est contre McGill, mais ils m'ont donné vraiment une belle impression à plusieurs niveaux. Offensivement, leur faiblesse, c'est vraiment la protection de passe. Je trouve que, oui, contre une équipe contre McGill, ils ont arrivé à bien protéger, mais face aux Rougeurs ou face aux Carabins, je ne sais pas s'ils vont être capables de vraiment exercer une très belle protection pour protéger Olivier Roy puis le laisser vraiment faire ce qu'il a fait contre McGill puis bien distribuer le ballon. Et défensivement, ils arrivent à chercher le carrière, mais encore une fois, est-ce qu'ils vont être capables de exercer cette pression-là face à la ligne offensive des Carabins ou face à la ligne offensive du Rouge et Or? Pour moi, c'est ça la question. Mais quand même, dans ce match-là, ils sont allés chercher 2 sacs avec Zach Fillon, par exemple. Fait ils ont des joueurs capables d'aller chercher le carrière puis d'exercer cette pression-là. Là, la question, ça va être, durant les dernières semaines, on a vu vraiment une belle énergie, une agressivité, puis surtout une bonne exécution des joueurs en défensive. C'est très intéressant de voir durant les séries éliminatoires comment ils vont être capables de s'adapter puis de vraiment jouer à ce niveau-là dans les gros moments.
Moi, je pense que défensivement, ils ont prouvé depuis le début de l'année qu'ils sont capables de compétitionner. Ils ont quand même eu des gros matchs. On regarde la 2 semaines à Laval, ils ont été quand même assez hermétiques. Je pense que c'est de voir ces joueurs-là, comment ils vont gérer l'arrivée dans les séries dans un environnement hostile où là, faut que il y a des joueurs à Laval qui ont l'expérience de ça, des joueurs de Concordia qui n'ont pas nécessairement cette expérience-là. Comment tu vas gérer le moment présent à ce niveau-là, au niveau de la défensive, puis à savoir si je pense que coach Evelien et son staff, ils ont encore des trucs dans leur sac. Je pense qu'ils vont être prêts sur ce que l'offensive de Laval va amener, mais c'est à savoir si les jeunes sont capables de prendre le prochain step, parce qu'on sait que quand tu arrives en playoff, tout le monde élève son cran d'un jeu. Donc, c'est à ce niveau-là, savoir comment ils vont faire le saut. Puis je pense au niveau de leur offensive, c'est d'être capable de. On l'a dit depuis comparé à l'année passée, on a perdu des éléments là, au niveau des receveurs et des receveurs qui commencent à reprendre un peu leur place, mais c'est à savoir si ces gars-là vont être capables de gagner des match-ups contre les receveurs du Rougeard qui aiment beaucoup jouer de la défensive homme cette année. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu dans les deux sens ça va jouer selon moi. Il va falloir que les receveurs de Concordia élèvent beaucoup leur cran puis qu'ils réussissent à gagner leur match-up un contre le Rougeard. Parlant de receveurs de Concordia, il y a un certain Jalen Greaves là, qui est sur les lignes de côté depuis le début de la saison. On me dit que son cas est évalué semaine après semaine. Rendu à ce niveau-ci de l'année, à ce temps-ci de l'année, si tu fais rentrer un Jalen Greaves, son talent, on ne pose pas de questions, on le sait qu'il est là. Si on le fait rentrer, c'est parce qu'il est capable de jouer. Mais ça veut pas, sa cohésion avec Olivier Roy, là, avec le reste de l'équipe, ces choses-là, le fait de ne pas être en game shape, c'est-à-dire de ne pas avoir joué ces matchs-là à ce temps-ci de l'année, comment vous voyez ça, intégrer une nouvelle arme comme ça? Puis écoute, là, comme je le dis, je le répète, la question n'est pas de savoir s'il est assez bon pour jouer avec eux. Là. C'est vraiment une question de savoir est-ce que le petit spark, ces choses-là que tu bâtis tranquillement pendant l'année, va arriver à être là assez rapidement pour avoir un réel effet. Si Greaves joue la première semaine des éliminatoires, là, on le sait que Concordia va jouer contre Laval, là, ça c'est établi. Comment vous voyez ça? S'il peut jouer, faites-le jouer. Jalen Greaves, c'est un joueur non seulement d'exception de talent, mais aussi dans la culture de l'équipe. C'est un gars qui a tellement une belle énergie à ce groupe-là. Fait que même si physiquement, puis par rapport à le temps de jeu qu'il n'a pas eu cette saison, il n'y aura pas cette cohésion-là, juste l'énergie qu'il va amener, sa présence sur le terrain. Puis la réalité aussi, c'est un gars que tu lui donnes la balle, il peut faire des jeux après l'attraper. Fait que pour moi, ce type de joueur-là, tu peux quand même trouver des manières de l'intégrer pour qu'il fasse des jeux explosifs. Et surtout, je pense que si coach Brad Collinson décide de le faire jouer, c'est vraiment parce qu'il a confiance qu'il peut apporter quelque chose. Fait que pour moi, c'est clair que s'il est en état de jouer, intégrez-le. Je partage ce que Jason dit. C'est quand même une grosse histoire. Ce que ce jeune-là a passé à travers depuis janvier dernier. S'il est revenu, puis l'équipe médicale lui donne OK, mais même s'il n'est pas prêt à 100% pour faire un match complet, mais juste le spark d'avoir quelqu'un qui a passé à travers ça vient, puis c'est quelqu'un qui a passé à travers, lui, il vient de passer à travers quelque chose de plus gros qu'une saison de football, plus gros, c'est comme, mais le fait que lui soit sur le terrain, mais juste en parler, ça me donne des émotions. Imaginez comment ses coéquipiers vont se sentir d'avoir ce gars-là habillé, puis aller à la guerre avec eux, ça va être un feeling vraiment là, gros pour eux. Là. Absolument, absolument. On avait un autre match et en toute transparence, les trois, on ne l'a pas vu. Sherbrooke contre Laval. Par contre, on a lu les articles qui ont pu sortir de ça. On a regardé les statistiques. Est-ce que... puis bon, c'est sûr que c'est dur de l'établir de notre part, comme je le dis, n'ayant pas vu le match, mais voir le déroulement, comment les choses se sont passées, à quel point Laval semble... comment je pourrais dire? En tout cas, il ne donne pas confiance à ses fans. Appelons ça comme ça. Là. Puis surtout offensivement. C'était le retour cependant de Kalenga Muganda. Très, très bonne nouvelle pour le Rouge et Or parce qu'on le sait que l'an passé, ce gars-là, en éliminatoire, a été une arme plus qu'essentielle au succès.
du Rouge et Or. Donc, je veux avoir votre impression sur, le retour de Muganda, comment ça peut aider les choses. Je pense moi, personnellement, qu'un duo Muganda-Valentine peut changer des choses. Mais est-ce que les problèmes de l'attaque de Laval sont plus profonds qu'on pense? Puis le soupçon que Desjardins soit blessé, je comprends que ça excuse rien parce que l'année passée, les Carabins avaient le même enjeu. Puis d'ailleurs, on a vu ce qui est arrivé. Mais à quel point, justement, le Rouge et Or, vraiment, là, en ce moment, est en train de se placer pour être à son mieux pour la demi-finale et la finale, ou si vraiment il y a encore beaucoup de questions, selon. La ligne offensive du Rouge et Or, pour moi, en ce moment, c'est un des problèmes, dans le sens qu'ils accordent beaucoup de sacs en protection. Et la réalité, c'est qu'avec Arnaud, puis aussi, je pense que l'intégration de Mittal, je ne sais pas à quel point il est en santé ou non, mais le fait qu'il n'est pas capable de produire au niveau où on l'a vu l'an dernier, puis au début de la saison, je pense que ça a comme changé la dynamique de cette attaque qui était vraiment polyvalente, qui allait chercher les premiers essais genre assez facilement. Et là, tu vois que ils ont beaucoup plus de difficultés à développer ce rythme-là, puis de marquer des points rapidement, puis enchaîner les premiers essais, comme on a vu dans le passé. Là, c'est sûr que, comme tu l'as dit, avec Muganda puis Sean Valentine, on a quelque chose d'intéressant sur lequel, puis la réalité, c'est que le football de série éliminatoire, c'est beaucoup de la physicalité. Fait qu'avoir deux running backs comme ça, deux porteurs de ballon physiques, polyvalents, qui peuvent vraiment frapper fort puis mettre de la pression comme ça, c'est intéressant. Fait que ça va être très intéressant, ça va être très important pour la suite des choses de voir comment ces deux joueurs-là peuvent être intégrés dans l'attaque pour vraiment rendre la job de Arnaud Desjardins plus facile. Ouais, moi, je pense que depuis, en début de saison, il y avait beaucoup de débats entre, mettons, Arnaud et Jonathan Sénécal. Puis, on le voit, Arnaud avait comme un bon début de saison. Il était sa coche. Puis, on dirait que depuis le milieu de la saison, personnellement, je l'ai trouvé un petit peu chancelant, des fois un petit peu. Prend pas il n'est pas aussi exécutif sur ses décisions. Puis, Jason parlait de faire des sacs, mais certains sacs, des fois, c'était comme qui sont un peu causés par son indécision. Moi, je pense que je l'ai parlé en début d'année, puis je pense encore le cas, la perte de David Dallaire a vraiment fait mal à cette offensive-là. Ce gars-là, c'était le X-Factor l'an dernier. C'est un gars qui pouvait bloquer, c'est un gars qui était un match-up quasiment impossible pour s'il couvrait avec un secondaire, mais il les battait un contre un. Puis les débits, il n'y avait pas la physicalité pour le matcher. Donc, c'est un gros un match-up nightmare, comme on dit. Puis, Mittal, c'est un match-up nightmare. Fait, quand tu avais deux gars comme ça, mais ça ouvrait le jeu pour un et l'autre. Puis là, tu n'as pas cette arme-là pour le Rouge et Or cette année. Puis tu as des bons ressorts qui sont là, mais c'est pas nécessairement des gars qui sont un peu des match-up nightmares à la Mittal puis à la David Dallaire. Donc, je pense que. Tu n'as pas de David Dallaire, puis tu n'as pas non plus ceux qui devaient le remplacer parce qu'eux autres ont été blessés depuis le exact. Puis, moi, je pense, pour avoir déjà vécu un high ankle sprain comme Kevin Mittal, il est revenu quand même assez vite. Puis, moi, j'ai des gros doutes que ce gars-là est à 100%. Puis, on le voit avec sa productivité. C'est pas la même productivité. Donc, il y a un impact là. On va peut-être le voir cette semaine, si, avec un match qui ne veut rien dire pour eux, s'ils vont le reposer ou non. C'est intéressant de voir comment ils vont approcher cet aspect-là. Puis, je pense que la ligne offensive de Laval, même si il y a des hauts et des bas, ça reste que c'est quand même tous des gars qui sont blue chip. C'est la moitié de ces gars-là, ils ont passé. Il y a quelques de ces gars-là qui ont passé le temps aux États-Unis ou qui avaient le potentiel aux États-Unis qui sont restés au Canada. C'est comme. Puis si cette équipe-là se met à rouler au sol, il n'y a pas beaucoup de lignes défensives qui peuvent les arrêter. Puis que ça soit Muganda est vraiment bon, c'est une coche d'avoir ce gars-là, mais les autres gars qui sont en place ont le talent pour jouer pour avoir une belle productivité avec cette ligne offensive-là. C'est sûr que le fait que Kalenga soit en santé, mais on apporte ça à une autre dimension. On voit que Laval, en fin de semaine dernière, ont vraiment voulu établir plus leur jeu au sol
que lors des matchs, quand on regarde les statistiques, que les matchs précédents. Fait que, si Laval réussit à s'imposer au sol, puis que le spark entre Arnaud, qu'on a moins de pression sur peut-être ça aussi, le fait d'avoir une attaque au sol chancelante jusqu'à ici dans l'année, mais ça mettait de la pression sur Arnaud. Puis le fait peut-être que le jeu au sol s'ouvre, peut-être Arnaud va avoir moins de. Il n'aura peut-être pas à prendre tout ça sur ses épaules. Je pense que ça va peut-être avoir être plus productif pour l'offensive du Rouge et Or, mais c'est Laval, c'est une équipe de playoffs, c'est une équipe qui a l'expérience, donc c'est déjà arrivé dans le passé que c'était des hauts et des bas avec l'offensive, mais quand c'est le temps de performer, mais l'expérience des coachs, puis l'expérience des gars qui ont déjà vécu ces moments-là, ça fait en sorte que souvent ça débloque au bon moment. Jason, en fait, les deux, vous en avez parlé de cette ligne offensive-là qui est année après année, depuis quoi, 15, 20 ans, ou peu importe, le chiffre exact, c'est pas important, c'est vraiment de dire, ça, c'est la fondation même du Rouge et Or de l'Université Laval. C'est Carl Brennan qui prend les meilleurs au Québec, puis qui rend encore meilleurs, et surtout qui crée une cohésion entre 5 gars systématiquement. Et c'est vrai que cette année, on a eu l'impression d'avoir des hauts et des bas. C'est la première fois qu'on la voit, de mémoire, là, vous pourriez, surtout ceux qui suivent ça tout le temps, pourraient me sortir une année où il est arrivé ci et ça, mais on ne les voit pas souvent, je vais dire ça comme ça, on ne les voit pas souvent avoir des inconstances pendant une saison. Puis, je ne sais pas si, encore une fois, est-ce que c'est le dernier match contre Montréal qui a exposé des choses qu'on voit moins d'habitude, mais ça reste que je me pose la question, est-ce que ça se peut que globalement, comme équipe, offensivement, il y ait des glitches, puis de où ils viennent exactement, ça peut être une série de choses. Tu as mentionné la blessure, l'état de santé potentiel de Kevin Mittal, c'est une chose, mais en même temps, on voit un Isaac Gaillardette qui ramasse des verges à quantité, qui fait des catchs de haut niveau. Est-ce que j'ai nécessairement besoin que ce soit Kevin Mittal qui attrape le ballon pour que ça fasse une différence? Bon, en partie, oui, parce qu'il ramasse des verges après l'attraper. Il fait des choses que juste Mittal fait. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait le catch à une main au bout du compte puis qui s'en va ramasser les verges, c'est-tu bien grave que ce ne soit pas Mittal? Par contre, comme je dis, il y a un élément global dans cette attaque-là où est-ce qu'on ne retrouve pas, j'ai l'impression, en tout cas, on dirait qu'il y a un manque de finition. Je ne le sais pas. C'est pas la même attaque que d'habitude. Puis je me demande si la semaine de congé qu'on va avoir la semaine prochaine, avant de jouer les éliminatoires, qu'est-ce qu'ils peuvent aller chercher de plus, justement, à ce niveau-là, dans cette cohésion-là, dans cette presque perfection-là de fonctionnement que le Rouge et Or nous habitue quand ils sont en mode équipe championne. La semaine de congé va définitivement les aider à se ressaisir. Mais je veux quand même prendre le temps de parler quand même de la défensive de Sherbrooke. Je trouve qu'en fait que Sherbrooke, dans ce match-là, en termes de productivité, tu vois qu'il y a eu du progrès. T'sais, notamment défensivement, si tu regardes les statistiques par rapport à Jérémy Turbide, Olivier Joly, Karl Marchessault, c'est des gars qui ont step up clairement. Puis offensivement, avec Kevin Morin, ils ont réussi à... Il a un match de plus de 100 verges, une passe de toucher. Il y a un semblant de progression du côté du Vert-et-Or, puis je pense qu'ils sont venus dans ce match-ci, à vraiment une attitude de on peut jouer avec ces gars-là. C'est sûr qu'ils ont perdu le match, mais je pense quand même que le Vert-et-Or sort de ce match-là et se disent on est prêt pour jouer notre match face à McGill la semaine prochaine et vraiment tenter d'avoir une place aux séries éliminatoires. Fait que moi, ça aussi, c'était un enjeu. Je pense que le Vert-et-Or sont venus avec une intensité et un niveau d'exécution qui était supérieur par rapport aux semaines précédentes de leur côté. Et je pense qu'ils ont quand même réussi à bien jouer face au Rouge et Or, puis vraiment trouver des opportunités de limiter sur plusieurs séquences l'attaque du Rouge et Or. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je pense que défensivement, oui, je suis d'accord avec toi selon ce qu'on voit. Offensivement, ça a quand même pris beaucoup de temps avant de démarrer. En première demi, on a donné beaucoup de cafouillage dans notre zone, donné plusieurs safety. Donc, c'est un peu le même pattern qui se répète que depuis le début de l'année. Ça prend du temps avant de partir la machine. Puis souvent, mais les verges rougeards se font en deuxième demi quand l'enjeu est déjà décidé. Fait que c'est à ce niveau-là que moi, je me fais un peu l'avocat du diable que, oui, il y a un progrès, oui, il y a des verges, mais les verges qui ne sont peut-être pas venues au moment opportun quand
quand c'est facile de performer quand, quand l'enjeu est fini, tu vois, je veux dire, mais quand l'enjeu est grand en début de match, là, tu cafouilles, mais c'est là que tu vois les vraies couleurs de cette équipe-là. Là. Parlons-en justement. Allons-y avec la semaine prochaine parce que on va avoir un Concordia Montréal d'un côté qui veut rien dire pour ni une ni l'autre des deux équipes. Fait que je veux pas nécessairement m'étendre sur l'analyse ou mettre la table sur ce match-là qui a ni valeur au classement, ni à part peut-être s'assurer de garder du monde en forme. On parlait de Greaves, s'il est capable de rentrer, ça peut peut-être justement être un match pour le mettre dedans une semaine avant les éliminatoires. Ceci dit, on ne spéculera pas là-dessus. Sherbrooke, McGill. Ça, c'est un match qui va déterminer qui fait les éliminatoires. Pour ça, il faut que Sherbrooke gagne par 13 s'ils veulent jouer une semaine de plus. Mais ça se passe à Sherbrooke. Comment vous voyez ça? Est-ce que Sherbrooke, justement, est capable d'éviter de cafouiller en début de match? Ou l'inverse, parce qu'on a vu Sherbrooke 2 fois cette année là, prendre les devants clairement en début de match, une fois contre Concordia et une autre fois contre McGill, puis finalement l'échapper. Fait que cette incapacité à avoir des matchs complets de performance, puis essayer d'avoir une constance justement dans la performance et offensive et défensive, ça a été c'est ce qui a tué Sherbrooke cette année, qui les empêche aujourd'hui d'être là en position de, si on veut, favorite là, pour aller se faire une place en éliminatoire. Comment vous voyez ça? Et du côté de McGill et du côté de Sherbrooke? Moi, premièrement, je trouve ça quand même ahurissant qu'une équipe qui va gagner une victoire dans l'année participe aux séries. Ça, je trouve ça, on voit un peu le manque de parité dans ces clubs, puis qu'il y a une grosse question au niveau du football universitaire, à savoir vers quoi on veut s'en aller dans le futur. Mais pour remettre je pense que Sherbrooke, le fait de jouer à domicile sur leur nébuleux terrain où il y a du turf mélangé avec du gazon, qui sont vraiment bien dans ce élément-là, c'est un gros avantage pour eux, qui est toujours un facteur de distraction pour l'équipe adverse on ne se le cachera pas, mais je pense que si Sherbrooke réussit à avoir un bon début de match, puis d'avoir une constante comme à travers le match, je pense qu'ils ont prouvé que je pense qu'ils arrivent confiants dans ce match-là. Puis, ils sont capables ils peuvent compter avec McGill, puis ils peuvent prendre l'avant. Je pense que si leur défensive est en santé, puis réussir à mettre de la pression, un peu comme ils ont semblé faire en fin de semaine, mais je pense que moi, je ne serais pas surpris que ce soit Sherbrooke qui gagne ce match-là, mais il faut qu'il gagne par 13 points. Mais ça va être comme un match intéressant. Puis je suis quand même content que TVA Sport changer son fusil d'épaule pour lui de mettre du golf ou du mini-pot, que ça soit le football universitaire, pour qu'on puisse voir vraiment qui va entrer dans les séries. Très bon point ce dernier. Je suis d'accord avec toi, Pat. Et la semaine dernière, il y a eu un article d'un des journaux étudiants de McGill, La Tribune. C'est un article qui parle du manque de support de la communauté de l'Université de McGill par rapport au sport, dont le football. Et le fait que les McGill avaient beaucoup de mal à vendre ses billets et vraiment intéresser les partisans à venir. Et pour moi, c'est un article que je vous invite à lire, puis j'invite les gens qui écoutent le podcast à lire, parce que pour moi, c'est le fait que McGill n'ait pas justement cet avantage par rapport à la présence des partisans, puis vraiment le home crowd advantage de jouer à domicile. Pour moi, c'est un élément important dans un match comme ça où Sherbrooke y va. Et Sherbrooke, pour moi, clairement, sur les dernières semaines, je trouve qu'ils ont montré beaucoup plus de progrès. C'est sûr que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en faisant l'avocat du diable, c'est sûr qu'ils ont encore des problèmes en attaque. Clairement, ils ont du mal à amorcer les matchs. Mais je trouve que défensivement, ils sont beaucoup plus solides que McGill. Ils arrivent quand même à faire des bonnes choses en attaque, notamment en courant le ballon. Fait pour moi, de mon point de vue, d'une certaine manière, les Sherbrooke sont les favoris. McGill, j'ai vraiment envie de voir comment ils vont essayer de répondre à cette adversité-là. Ils sont à domicile, ils ont les armes, ils ont un gars comme Eloi, un gars comme Darius Simmons. Défensivement, ils ont quelques joueurs. Fait que je suis très curieux de voir comment McGill, surtout depuis les dernières semaines, là, c'est le match. Pour moi, c'est pas juste un match qui va déterminer qui rentre au éliminatoire. Pour moi, c'est un match clé pour le futur de ces deux programmes-là, particulièrement McGill. Fait que je suis très curieux de voir comment ils vont répondre face à ce défi-là.
Quand tu dis le futur de ces deux équipes-là, je vais embarquer dans cette parenthèse-là avant de rembarquer dans le match, mais est-ce que tu parles de changement d'entraîneur? Est-ce que c'est dans ce sens-là ou dans le sens vraiment encore plus long terme où tu penses que ça peut être un problème de survie de programme? C'est comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux dire par l'impact là, sur l'avenir du programme? Je pense les deux, pour être très, très transparent avec toi. C'est sûr que quand j'ai lu l'article, ça m'a un peu fait réaliser que clairement, il y a une communauté à McGill de gens qui s'intéressent au sport étudiant. Mais là, en ce moment, par rapport à comment les choses sont, puis par rapport aux défaites consécutives de notamment l'équipe de football là-bas, je pense que s'ils perdent ce match-là, il va devoir avoir du changement. Il y a des remises en question qui vont devoir se faire par rapport à l'organisation puis comment ils gèrent les choses de leur côté. Là, c'est sûr que je ne veux pas m'avancer trop vite puis dire OK, renvoyer tout le monde, mais cette équipe-là a le talent pour se rendre aux séries éliminatoires. Puis là, ils sont dans une position où s'ils perdent le match par plus que 13 points, pour moi, c'est un problème. C'est considérant le talent puis les joueurs qu'ils ont. Fait que c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je sais pas c'est quoi ta perspective, Pat, là-dessus. Ouais, ben, je seconde ce que tu dis. Puis, je pense que ça va pour McGill, mais c'est aussi pour du côté de Sherbrooke s'ils perdent le match. Mais il y a quand même des questions à se poser de leur côté aussi. Puis, je pense que c'est deux programmes présentement qui doivent se. Peu importe qui se rentrent dans les séries ou non, mais je pense pas. Je pense que les performances sont comme insuffisantes selon moi. Puis, je pense que les deux programmes doivent se regarder dans le miroir puis voir qu'est-ce qui peut être fait pour. On veut-tu être compétitif, on veut-tu jouer dans cette ligue-là? Si oui, mais il y a peut-être des steps à faire. Sinon, mais peut-être c'est de faire comme Bishop, c'est aller dans les Maritimes ou dans une autre conférence qui vont pouvoir être compétitifs et que leurs joueurs vont pouvoir mieux progresser. C'est peut-être moi, je trouve pas que le football universitaire québécois est en santé de la façon qu'il y a juste 3 équipes qui sont compétitives puis que le reste ne le soit pas. C'est pas normal qu'on ait un garbage bowl, qu'il y ait une équipe d'une victoire qui rentre dans les séries puis qui va se faire sûrement exploser la semaine d'après à Montréal. C'est comme. Pour en tant que fan, je trouve pas ça intéressant. Là. Vous ouvrez un débat très, très intéressant parce que la réalité de la santé du football universitaire québécois, on pourrait même en parler pour le volleyball, le basket, parce qu'il y a peu d'équipes là aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Mais l'enjeu du nombre d'équipes, c'est ce qui fait toute la différence. D'avoir Laval, Montréal tout le temps en avant, c'est une chose. Western est en avant en Ontario pratiquement chaque année. Mais l'affaire, c'est qu'au moins, chaque équipe, puis vous me direz que York est en bas, mais une fois qu'on enlève les deux extrêmes, il te reste quand même suffisamment d'équipes pour te dire ça se peut que je joue un match très tough contre Western. Je vais en jouer un facile contre York, mais le reste de ma saison est le fun à jouer. Fait qu'il y a ça aussi. Là. Moi, je l'entends là, de jeunes qui sont au cégep en ce moment qui disent hey, moi, là, pourquoi je viendrais jouer au Québec? Oui, je peux jouer pour Laval ou Montréal. Est-ce que je vais me battre comme un fou pour essayer d'avoir une place puis finalement être un bon joueur qui n'aura finalement jamais sa place sur le terrain? Sinon, je m'en vais où? Puis je m'en vais me faire planter la moitié de la saison. Parce que peu importe qui, même si tu es Concordia cette année, quand tu penses à ça, là, Concordia qui a une bonne saison, qui s'en va à bonne place, moi, j'aime bien ce que je vois là-bas. Là. Ça reste que la moitié de ton année, 4 matchs sur 8, tu t'en vas jouer en sachant, eux autres, évidemment, ils se disent pas ça, là, mais nous autres, avec un peu de recul, on a le droit de le dire, ils s'en vont jouer un match en sachant qu'ils s'en vont le perdre. Fait que là, il te reste 4 matchs à jouer contre McGill puis Sherbrooke, si je prends le cas de Concordia, puis tu joues contre eux autres en espérant gagner puis en te battant pour ça. En ayant peu d'équipes, trop peu d'équipes dans le football universitaire, tu es à risque à plein de niveaux. Parce qu'on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire le manque de parité qui est flagrant. L'autre chose, c'est le risque, comme tu dis, par exemple, d'avoir un Sherbrooke et un McGill qui décident d'aller jouer dans l'Atlantique. Tu fais quoi si ta ligue a fait ça? Tu vas te retrouver avec une ligue à 3 équipes? Laval et Montréal vont faire quoi? Pour vrai, là, c'est bien beau de dire que c'est 2 grands programmes au niveau canadien. Ils vont jouer contre qui? C'est fragile, là, quand tu regardes ça. Fait que oui, la santé du football universitaire québécois est réellement à considérer. Il faut trouver des solutions.
Puis comme je dis, là, on pourrait embarquer sur d'autres choses, là, mais Laval et Montréal ont une partie de la solution aussi. Il faut accepter probablement certains ajustements de règlement de recrutement ou des choses comme ça. Je ne parle pas de dire commencer à être moins bon, là. C'est pas ça que je dis. C'est est-ce qu'il y a moyen de s'assurer que d'une manière ou d'une autre, il y a une distribution plus facile du talent dans les diverses équipes? Est-ce qu'on peut s'arranger? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour que des places comme l'UQTR, notamment, s'ouvrent une équipe? Est-ce qu'on peut travailler de cette façon-là si ça arrive? Est-ce qu'éventuellement, on peut ramener Bishops dans le giron du RSEQ? Bon. Est-ce que l'UQAC, je vais plus loin, l'UQAC, c'est l'Université du Québec à Chicoutimi. Ils viennent de rentrer dans U-Sport, eux autres. Pourquoi? Pour le volleyball, puis le cross-country, puis l'athlétisme. Ils ont une équipe de hockey D2 qui vient de rentrer là. Il y a des programmes dans ce coin-là de football collégiaux qui fournissent des running backs en quantité industrielle au Carabin notamment. Enzo Dioulou, un super bon jeune receveur qui est rendu avec le Rouge et Or, il vient de là. Il vient de Jonquière. Est-ce que là-bas, éventuellement, on pourrait se monter une équipe aussi? Je ne suis pas en train de dire qu'il y aurait les ressources de l'Université Laval, mais admettons que tu te retrouves avec une ligue à 7-8 équipes, puis là, tu commences à... Hey, il y a 30 équipes collégiales au Québec. 30. On serait capable de fournir du monde, là. Mais ça prend des ressources pour faire des équipes de foot, puis on a un enjeu là. En tout cas, regarde, je m'en vais dans plein de directions là, parce que quand tu me parles de santé de la Ligue du football québécois universitaire, je pense qu'il y a plein d'enjeux. Puis Pat, tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant. Bishop, de la façon qu'ils ont pris un peu une décision une couple d'années parce qu'ils voyaient qu'ils ne compétitionnaient pas dans les mêmes girons. Puis Bishop a quand même haussé leur standard académique. Puis, je pense qu'ils ont fait leur décision maritime est un peu liée à être dans un environnement qui ressemblait plus à la structure de leur programme. Puis, même pas en 100 ans, Bishop va revenir au Québec. Là, c'est comme, sont bien dans cet environnement-là. Ils compétitionnent contre des programmes qui ont les mêmes réalités comme académiques. C'est des petites universités, des petits campus. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que peut-être une équipe du Québec se joigne au Maritime que Bishop revienne. Il faudrait que tu rendes ça vraiment intéressant. Bishop, présentement, c'est dans une situation que s'ils continuent à faire les choses comme il faut, année après année, ils peuvent se rendre au carré d'or du football canadien en gagnant la... C'est sûr qu'après ça, là, on arrive dans un autre débat, mais parce que je trouve pas ça logique que cette conférence-là, il y a une passe-droit directement vers le carré d'or, mais le fait que la décision qu'ils ont présentement, de la façon que les choses vont, mais ils s'établissent pour être en bonne place dans cette conférence-là pendant encore plusieurs années. Fait que moi, je ne vois pas Bishop revenir au Québec. Là. Moi, je vois peut-être plus. Non, puis tu as raison, Pat. L'idée de penser que Bishop reviendrait ici, ça n'arrivera pas avec un coup de baguette magique que finalement, OK, on va venir vous aider. C'est pas ça. C'est vraiment une question de dire si tu as des UQAC puis des UQTR, puis des. Est-ce que là, tu te retrouves peut-être plus en position de te dire, ben écoute, moi, mon niveau de compétitivité est quand même intéressant. Rendu là, ils en rediscuteront. Puis effectivement, tu as raison. Là, si on regarde juste université pour université, Bishops, c'est le même type d'université que ce que tu vois dans l'Atlantique. Fait que c'est parfait pour eux. Il y aurait un travail à faire sérieusement pour les ramener. On est loin d'être rendu là. Puis Pat, tes arguments, c'est tellement ça. T'sais. Mais je dis juste qu'à un moment donné, tant que tu ne trouveras pas une façon au RSEQ de ramener plus d'équipes ou de créer plus d'équipes, tu vas avoir ces problèmes-là. Puis on a cette réalité-là parce qu'on a des cégeps au Québec aussi. Le monde, il faut qu'ils comprennent ça. À cause qu'on a des cégeps, les gens qui sortent du high school, ils vont d'abord au cégep, alors que tu vas en Ontario, ben tu tombes dans des universités. Donc, évidemment, tu peux faire des programmes de football universitaire parce que tu es déjà rendu là. Nos programmes de cégep à nous, ce n'est pas des programmes universitaires, c'est des programmes de cégep. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, tu te retrouves dans un système qui crée ça aussi. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas avoir des équipes de football. C'est parce que nos universités, c'est pas ça qu'ils font. Il y en a moins qu'ailleurs à cause du système. Puis il y en a moins, puis il y en a beaucoup qui sont régionales, sont plus petites, qui n'ont pas nécessairement les ressources pour faire ça. Fait que ça, on embarque dans une autre discussion. Est-ce qu'il faudrait qu'il existe encore des cégeps? Là, on n'est plus dans le sport étudiant. On est rendu dans le modèle d'éducation au Québec. Ça, Jason, éventuellement, tu vas peut-être être mieux placé pour en parler parce qu'avec tes études que tu fais en éducation, mais en enseignement. Mais il reste que,
ça pour dire qu'au bout du compte, on a le système qu'on a. On est, entre guillemets, pris avec, mais ça crée ce qu'on voit aujourd'hui. Puis je reviens sur le fait qu'il faut faire très attention parce que la voie qu'a pris Bishops, si elle devient intéressante pour McGill, par exemple, puis moi, je vois McGill très bien, encore plus que Sherbrooke, avoir adopté cette approche-là en se disant, nous, de toute façon, notre bassin de recrutement, c'est justement basé sur des hauts standards académiques. Fait qu'on n'a pas nécessairement le même bassin que les autres du fait qu'il y a peut-être 70% des joueurs que de toute façon ne pourraient pas rentrer chez nous, parapluie ou non, ceci dit. Peut-être qu'ils pourraient se dire, regarde, on s'en va là. Puis, comme je dis, si un jour ça arrive, une affaire comme celle-là, attention, c'est Montréal puis Laval qui vont payer pour, là, puis c'est nos grandes organisations qu'on voit comme des fleurons du football canadien qui vont se retrouver devant quoi? Bon, j'ai déjà été quand j'étais à McGill, quand j'ai travaillé là-bas, on avait tenté de joindre l'OUA puis de transférer, ça avait été refusé à un ou deux votes près que que McGill a quasiment rentré dans l'OUA en 2012 ou en 2013. Donc, tu sais, ils ont déjà essayé de sortir du RSEQ. Donc, tu sais, c'est sûr que possiblement, et c'est peut-être quelque chose qu'ils envisagent encore, mais ça reste à voir. Mais tu sais, quand tu essaies de le faire une fois, ça veut dire il y a des bonnes chances de le faire deux fois. Mais surtout s'ils sont à se mettre au mea culpa, que il faut qu'il se passe quelque chose. S'ils sont peut-être juste bien comme ça, puis les autres sont contents d'avoir une équipe qui est juste là. Ils sont pas bien comme ça. Je peux te dire, le responsable des sports à McGill a parlé à des parents de joueurs de McGill, puis la réalité, c'est qu'il veut qu'il y ait des changements. Ça va être quoi ces changements? Je ne le sais pas. Mais ça se peut très bien qu'on arrive à la conclusion que ça ne passe pas par rester dans le RSEQ. Et ça, c'est encore plus dangereux pour le football québécois que le manque de parité. Non, je suis d'accord. Mais honnêtement, du point de vue, puis j'essaie de me mettre à la place des juste partisans, des gens qui font juste regarder le football universitaire de façon nonchalante, on va dire. Tu regardes ça, honnêtement, après cette saison, c'est quoi les options pour un programme comme McGill ou Sherbrooke? S'ils restent dans le RSEQ, c'est quoi les options pour qu'ils atteignent réalistiquement ce niveau où ils pourraient jouer avec les Carabins et le Rougeur? Puis je sais pas, plus j'y pense, plus j'ai du mal à trouver vraiment des solutions concrètes qui sont claires, faciles de OK, on adopte cette approche-là ou on fait ça pour atteindre ce niveau-là. Même au niveau du recrutement, comme on l'avait dit, la réalité, à cause des cégeps, à cause de institutionnellement comment le système est formé, c'est difficile. Puis aussi tout ce qui est les enjeux académiques, les réalités par rapport aux universités, puis leur demande d'admission, ça change beaucoup les choses. Mais si tu pars de l'idée que McGill reste dans les RSEQ, pour la suite des choses, moi je vois pas comment on peut s'attendre de mieux de ce programme-là. Parce que clairement, pour moi, c'est quelque chose qui va... C'est plus haut que juste le coaching. C'est sûr que le coaching, ça a ses enjeux aussi, mais clairement, de juste notre conversation, on le voit, puis on le comprend qu'il y a des problèmes, puis il y a des enjeux qui sont beaucoup plus vastes que ce qui se passe juste sur le terrain, qui expliquent pourquoi cette équipe-là est dans cette situation-là. Fait que la question pour moi, c'est après ce match-là, même s'ils gagnent, puis ils jouent un match de série éliminatoire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils décident de rester dans le RSEQ pour atteindre un niveau supérieur? Puis moi, quand je m'assois puis j'essaie de penser à ça, je vois pas les solutions. Puis c'est pas pour être négatif, mais je vois pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis quand tu vois deux, tu regardes, mettons, leur corps arrière qui est un joueur hors norme. Ben, tu sais, moi, si je suis ce gars-là, je me pose la question aussi après 2 saisons de voir que je suis dans une impasse, que probablement mon équipe, elle s'améliorera pas les 3 prochaines années. Que, la situation ne changera pas pour moi, mais probablement, il y a quand même des pourcentages que ce gars-là prenne ses clics et ses claques et aille jouer ailleurs. Aux États-Unis, on le voit que quand ça va pas bien, les gars transfèrent. Au Canada, on n'a pas les mêmes règles, mais c'est comme ce genre de joueur-là voit ce qui se passe au-dessus de la frontière, ben pourquoi je resterais dans un environnement qui est pas comme
va pas me permettre de pousser ma game au prochain niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si McGill passe ce joueur-là, ça va pas bien non plus. Mais il faut se poser la question que, je connais pas le jeune, je veux pas mettre des idées dans sa tête, mais c'est sûr que ça y a passé dans la tête. Puis, je veux dire, ça serait compréhensible pour lui de faire un move comme ça, pour sa carrière. C'est un autre débat qu'on peut ouvrir. Mais c'est ça. Tu amènes un bon point parce que s'il y a des visées pour jouer dans la CFL, ce gars-là, effectivement, peut-être que l'idée de sauter une année, parce que c'est ce que ça te coûte de transférer avant la fin de ton bac. Pour ceux qui ne connaissent pas le règlement, si tu finis ton bac, tu t'en vas en maîtrise, là, ça ne te coûte rien de transférer. Mais si tu changes de programme d'études, puis que s'ils ne se donnent pas à l'université, ils se donnent pas à l'université où tu es, ça, c'est une chose. Mais comme tu dis, il ne faut pas entrer dans la tête des lois à la tendresse régionale. On n'est pas en train de dire que c'est ça qu'il veut faire. C'est juste que ça reste une option. Puis effectivement, si lui, il se voit aller plus loin, puis qu'il vise la CFL, peut-être qu'il se dit, garde, j'ai besoin d'aller ailleurs. Mais en même temps, garde. McGill n'a pas empêché Laurent Duvernay-Tardif de devenir un joueur de la NFL et je ne suis pas en train de comparer qui que ce soit à Laurent Duvernay-Tardif, comprenez-moi bien. J'essaie juste de dire que si un coach de la CFL voit un potentiel dans les lois, lui, ça peut devenir. Il va le prendre et il va travailler avec. Là, c'est ça. Si tu connais l'histoire de Laurent, il avait raté ses admissions. Il avait raté ses admissions pour McGill, puis pour Montréal puis Laval. Puis ça a comme coupé son choix un petit peu. Je suis pas sûr que si Laurent fait ses entrevues en médecine à Laval puis Montréal, qu'il va à McGill. Puis peut-être s'il va pas à McGill, il va pas dans la NFL. C'est comme. Effectivement, ça, c'est ça. C'est trop de tangentes à analyser, mais je pense que oui, tu peux accéder pro, peu importe le programme, c'est le talent, ça reste le talent, mais si des fois le joueur va aspirer au football professionnel, mais aussi comme avoir une carrière intéressante mais mettons, elle a la tendresse à Western, puis il gagne 3 Coupes Valier, mais pour lui, c'est comme même s'il ne joue pas pro, ça reste des grandes expériences. Puis on parlait un peu de Sherbrooke. Sherbrooke, je pense pas que Sherbrooke quand même des universités différentes de Montréal et Laval, mais Sherbrooke, tout est en place pour avoir un programme compétitif. C'est juste que, présenté, il y a quelques années, mais Polo, il faisait partie des candidats qui ont pas eu la job à Sherbrooke. Quand Mathieu Lecomte a eu la job, mais un gars comme Paul-Édith Saint-Vilien à Sherbrooke qui est capable d'attirer du monde de partout au Québec, peut-être ça prend juste quelqu'un en place qui est capable de pas aller chercher des diamants bruts, mais aller chercher des gars. Est-ce que Sherbrooke, souvent, c'est ça l'affaire? Les gars qui sont les gars d'impact, ils vont pas à Sherbrooke, ils vont chercher des gars qui ont des bons potentiels, qui développent eux-mêmes, puis ces gars-là, avec beaucoup de polissage, deviennent de très bons joueurs, mais les meilleurs joueurs, année après année, ils vont à Montréal, Sherbrooke. C'est comme si des fois, Sherbrooke, ça fait un plaisir de recruter en masse, de recruter beaucoup de joueurs, mais c'est pas nécessairement les Mittal, les Kalenga, ou tu regardes c'est pas qu'ils n'essayent pas. Moi, je le sais que le compte, là, il a fait faire des tours en carte à des blue chips, justement. Des blue chips qui sortaient du collégial, qui aujourd'hui ne jouent même pas encore au niveau universitaire parce qu'ils sont pris dans le trafic, si tu veux, à leur position. Puis au bout du compte, si ces gars-là étaient allés à Sherbrooke, est-ce que ça aurait été différent? Peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qui va ouvrir les vannes, mais tu as raison. Là, c'est sûr qu'il arrive pas à les faire. Maintenant, pourquoi? Les gars vont voir quelqu'un qui leur ressemble. Je vais te donner l'exemple à Colorado aux États-Unis. Colorado, là, avec Dion, Dion, il ne fit pas. Ce gars-là, dans la ville de Colorado, c'est une anomalie, là, mais c'est comme il y a le charisme pour amener des meilleurs joueurs dans un élément qui n'est pas nécessairement un élément pour eux. Sherbrooke, c'est pas un milieu urbain, mais ça prend peut-être quelqu'un qui peut attirer les gars de la ville de Québec, les gars de la ville de Montréal dans un environnement qui est le Dion québécois? Qui est le Dion québécois? Je dis pas que Polo, c'est le Dion québécois, là, mais je donne un exemple parce que c'est un très bon recruteur puis qui avait passé dans le giron d'entrevue dans le passé, mais c'est comme
il faut se poser la question que si on dit quelqu'un qui peut réussir à sortir, puis il n'y en a peut-être pas une personne pour sortir les gars de Montréal puis de Québec, c'est des questions à se poser aussi. Ben, on dit ça. Ils sont à Champlain-Lennoxville, ils sont à Saint-Jean. Regarde ce qu'ils font là. Ils arrivent à les attirer au niveau collégial dans des places qui ne sont pas ni Montréal ni Québec aussi. À Trois-Rivières, il y en a des bons joueurs de football. Ouais. Bref, pour dire que la moitié de l'équipe de Champlain-Lennoxville, c'est des gars de la ville de Québec. L'autre moitié, c'est des gars de Montréal. Puis un petit couple de gars des... capable de les attirer là pour jouer au football collégial. Sherbrooke, là, puis Lennoxville, c'est pas mal la même place. Là. Exact. C'est pour ça que je te dis, c'est possible. Les boys, au bout du compte, on a dévié de conversation, mais c'était drôlement intéressant. Puis de toute façon, probablement plus intéressant que de parler de match la semaine prochaine. Un qui n'a aucune importance et l'autre entre deux équipes qui risquent fort, malheureusement, d'aller se faire planter la semaine d'après, celui qui va gagner. Donc, je pense que ça a amené quelque chose de vraiment constructif, intéressant. Merci les boys pour ça. Je pense qu'on va en reparler à d'autres moments, assurément, parce que ça va on pourrait inviter nos deux amis avec ces sujets-là, ça serait encore peut-être plus explosif. Oui, peut-être, mais tu sais, je pense qu'il faut que ce soit surtout constructif parce que, tu sais, exposer qu'un, il est pas bon là-dedans, puis que l'autre, je dis pas que c'est ce qu'il ferait là en passant, je fais juste dire que, oui, ça peut facilement être explosif, mais moi, j'ai pas de problème avec l'explosif tant que l'idée, c'est de un peu reprendre l'expression de Jason, ouvrir la conversation, puis ouvrir le débat parce que... Mais il y a débat à avoir, on s'entend. Absolument, puis regarde, si c'est nous autres qui en parlent, ben, tant mieux, mais... je pense sincèrement, et je ne fais pas juste le penser, je le sais, que si nous autres, on en parle, c'est parce qu'il y a d'autres mondes beaucoup plus impliqués encore que nous autres qui en parlent déjà aussi. Good. Moi, je vais vous laisser, j'ai une réunion qui est commencée, là, fait que je vais aller rejoindre... Il n'y a pas de problème, on y va. Salut les gars, merci. Je vais laisser l'agréable, je vais aller à l'utile. Salut. Au revoir. Salut.